Les clichés concernant le Moyen Âge font preuve d'une étonnante vitalité. Formés au cours des quelques 500 ans qui nous séparent de la fin de cette période, ils ont donné naissance à des personnages attachants, tout droit sortis de légendes médiévales, comme Robin des Bois, le joueur de flûte de Hamelin, ou encore résolument modernes, comme Jacouille la fripouille des Visiteurs, ou Tyrion Lannister de la série Game of Thrones. Mais voilà, c'est loin d'être la réalité des choses. Il faut dire que les productions cinématographiques, télévisuelles, littéraires et autres perpétuent les clichés. En effet, non, les gens n'étaient pas dégoûtants et sales, et ils n'étaient pas ignorants. Ils n'allaient pas tous dormir dans des auberges, et les paysans ne formaient pas une classe sociale entièrement pauvre. Certains s'en sortaient plutôt bien même. C'est une période sans grand intérêt. On n'est plus au Moyen Âge. Cette exclamation courante résume la piètre idée que l'on se fait du Moyen Âge, une longue période dominée par les superstitions et l'ignorance, coincée entre les deux périodes prestigieuses que sont l'Antiquité et la Renaissance. Des invasions barbares ravagent la Gaule romaine, aux rois fainéants, des seigneurs tyranniques aux intrigues de palais, des guerres incessantes aux famines et aux épidémies de peste. La littérature et le cinéma n'ont rien fait pour redorer le blaston du Moyen Âge. C'est une période très longue, 1000 ans, de la chute de l'Empire romain en 476 à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1992. C'est sans doute ce qui lui a valu l'appellation âge, qui caractérise sa longue durée, et moyen car elle se déroule entre les deux périodes Antiquité et Renaissance, un millénaire très riche en événements et en évolution du monde. Dans l'imagerie collective, le Moyen Âge se résume souvent à quelques images iconiques: cathédrales, châteaux forts, chevaliers et gentes dames, moines, croisades. Longtemps, ces représentations ont donné l'impression d'une période uniforme et sans grand intérêt. Il y a pourtant tellement de changements entre les débuts et la fin de ce millénaire. La fusion entre héritage antique et culture indigène et germanique, entre croyances profanes et christianisme. Il s'agit bien d'une période foisante et inventive, dont chaque fouille archéologique révèle le dynamisme et l'étonnante diversité. Le Moyen Âge n'a pas fini de nous étonner. Les gens étaient sales. L'image que l'on se fait de l'homme médiéval ne coïncide pas précisément avec notre notion de la propreté. Nous avons tous en tête des films montrant des personnages à la bouche édentée, habillés de guenilles et recouverts des puces. Bonne nuitée les petits hauts. Quoi? Cependant, que l'on se réfère aux documents médiévaux avec leur enluminure et leurs miniatures ou aux squelettes observés lors des fouilles archéologiques des cimetières de l'époque, cette vision s'avère fausse. Au Moyen Âge, les populations savent qu'une bonne santé est en partie liée à l'hygiène corporelle et domestique. La tradition orale et différents ouvrages médicaux, traduits du latin et en arabe, ou écrits en Europe, insistent sur l'importance de la propreté. En revanche, les méfaits occasionnés par le déficit d'hygiène publique sont beaucoup moins connus. Les archéologues découvrent parfois des vestiges d'étuves, des cuves en bois et du savon constitué de cendre et de graisse. De petits ustensiles prouvent que l'on se cure les oreilles, les dents, les ongles des pieds et des mains. Il existe des dentifrices naturels à base de corail en poudre et d'os de sèche. Les dents des squelettes médiévaux comportent bien moins de caries que nos bouches actuelles. Les principaux troubles dentaires concernent la perte de dents liée aux carences alimentaires. Les plus graves problèmes d'hygiène proviennent en fait de l'insalubrité des lieux de vie. Faute d'égout, les eaux usées croupissent dans les zones d'habitation et sont à l'origine de maladies comme la dysenterie et toutes sortes de diarrhées infectieuses. Ces matières s'accumulent dans les villes, entraînant la multiplication de bactéries nocives. La présence de rats favorise la propagation des épidémies de peste. En cas de consommation de nourriture souillée ou d'eau non potable, la poliomyélite ou le choléra peuvent sévir. C'était bouillie pour les pauvres et viande pour les riches. Bien sûr,
Au Moyen-Âge, on ne trouvait pas la même alimentation à la table de moines, de seigneurs ou de paysans. Cependant, à tous les niveaux de la société, le régime quotidien reposait sur la même diversité de produits végétaux, céréales, légumes, herbes et fruits, et animaux comme la viande, le poisson, le fromage et des œufs. La différence entre pauvres et riches se traduisait par la quantité et la qualité des denrées consommées, par leur association et leur mode de préparation. La cuisine des paysans favorisait le mode de cuisson bouillie. La viande, en général, conservée sous forme salée ou fumée, ne représentait qu'un élément du repas, à côté de préparations à base de céréales, de légumes et de légumineuses. Il s'agissait surtout de bœuf. Racines et plantes sauvages étaient communément utilisées, et les herbes aromatiques rehaussaient parfois le goût des plats. La cuisine des seigneurs comportait plus de viande fraîche, rôtie ou grillée, accompagnée de sauces élaborées. Même si le bœuf y était fréquent, elle comprenait plus de porc, de volaille et de gibier. La viande était mise en avant dans les repas, assaisonnée avec une grande diversité d'épices. Elle s'accompagnait de fruits et de denrées exotiques rares et chères. Les nombreux fours domestiques découverts lors des fouilles archéologiques ont mené à un autre constat. Si les céréales sont la base de l'alimentation médiévale, elles ne sont pas consommées principalement sous forme de bouillie, mais de pain. Ce que corrobore la culture privilégiée de céréales faciles à transformer en farine et en pain, comme le froment et le seigle, ou la multiplication de moulins le long des cours d'eau et des moulins à vent à partir de la fin du XIIe siècle. La nature et la quantité des aliments consommés constituaient de véritables marqueurs sociaux. Aussi, les vestiges de nourriture retrouvés ont-ils souvent permis aux archéologues de déterminer l'appartenance d'un habitant à telle ou à telle catégorie de la population. Les serfs étaient des paysans esclaves. La condition réelle des paysans évolue au cours du Moyen Âge en fonction des rapports qu'ils entretiennent avec leurs seigneurs. Selon les époques et les régions, ils peuvent avoir des statuts parfois très différents. Certains, aux alentours de 10%, sans être des esclaves, tels qu'on a connu l'Antiquité, profitaient d'une liberté très restreinte. Ils dépendent d'un maître à qui ils doivent taxes et corvées, et sont attachés à un lopin de terre qu'ils cultivent pour lui. Ils ne peuvent pas se marier ni transmettre leurs biens sans sa permission. Ce sont les serfs. Le servage se répand vers l'an 1000, alors que le système féodal installe une nouvelle hiérarchie sociale. Dans leur grande majorité, les paysans sont libres, mais avec des niveaux de richesse très variés. On les appelle les vilains ou les manants. Les plus pauvres, sans terre, doivent louer leurs bras pour gagner leur vie, tandis que les plus riches vivent parfois comme des petits seigneurs dans des résidences imposantes. Le XIIe, XIIIe et XIVe siècles sont une période de croissance démographique marquée par la mise en culture de nouveaux espaces et l'accroissement des villes. Ils sont plus favorables aux paysans qui obtiennent des avantages en échange de leur travail. La plupart des serfs sont alors affranchis. À la fin du Moyen Âge, les paysans sont le plus souvent locataires ou fermiers, ces derniers payant une redevance pour l'exploitation des terres. Les gens sont tous des ignorants. On pense à tort que les hommes du Moyen Âge ne savent rien, que cette période est un âge obscur. En 1000 ans, les inventions techniques et culturelles sont très nombreuses, par exemple les lunettes que l'on appelle à l'époque des bicycles ou encore la boussole. On crée aussi les premières universités comme la Sorbonne à Paris, Cambridge ou Oxford à Londres. La peste était un fléau permanent. La peste s'est effectivement abattue sur l'ensemble de l'Europe au Moyen Âge. Elle a tué près de la moitié de sa population et représente l'épidémie la plus meurtrière de son histoire. Mais il est faux d'imaginer qu'elle sévissait en permanence. Si elle se répandait comme une traînée de poudre, ses ravages ne duraient guère plus d'1 an dans un même lieu et réapparaissaient par vagues successives.
Le Moyen-Âge a connu 2 épisodes de peste. Le premier, au VIe siècle, a surtout touché le pourtour de la Méditerranée. Le second, au milieu du XIVe siècle, s'est étendu à toute l'Europe. L'épidémie était appelée Grande Peste ou Peste Noire, en raison de la couleur des bubons qui marquaient les aisselles des malades. Lorsque les premiers cas sont survenus en 1348, personne ne connaissait encore les mécanismes de la contagion. Aucune mesure de prévention n'était prise. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que des personnes infectées soient mises en quarantaine. Tout individu atteint par la maladie succombait en moins d'1 semaine. La population, en majorité chrétienne, interprétait ce fléau comme une punition divine. On sait aujourd'hui que le bacille responsable de la peste est porté par les rats et transmis à l'homme par les puces ou par des animaux domestiques contaminés. Les châteaux forts sont en pierre. Les châteaux n'ont pas été bâtis en pierre pendant tout le Moyen-Âge, loin de là. Les premiers châteaux apparaissent au Xe siècle. Ils sont pour la plupart en bois et en terre. Des matériaux peu coûteux et faciles à utiliser. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que l'on commence à construire des châteaux en pierre, mais cela coûte très cher. Seuls les grands seigneurs peuvent se faire construire de tels châteaux. Avoir un château en pierre, c'est montrer sa richesse et sa puissance. La terre est considérée comme plate. On sait que la terre est ronde depuis l'Antiquité, au 5e siècle devant notre ère. En revanche, les hommes du Moyen-Âge croyaient que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'astronome Nicolas Copernic démontra que c'est en réalité la Terre qui tourne autour du Soleil.